Depuis la nuit des temps, des familles privilégiées choisissent dans leur lignée ceux qui vont reprendre le flambeau, au détriment des personnes méritantes, mais sans nom. Le privilège perpétué crée des dynasties qui se partagent à eux seuls les parts du gâteau. Depuis quelques années, ce phénomène envahit l'industrie du divertissement et les mêmes privilèges, avec leur lot d'injustice, se perpétuent de génération en génération. Fille d'un acteur et d'une chanteuse célèbre, petite sœur d'une superstar, les Nepo Babies pilulent à Hollywood et raflent tout sur leur passage. Dans cette vidéo, on va revenir sur un domaine dont on parle peu en termes de népotisme et qui pourtant a aussi son lot de privilèges, l'entrepreneuriat. Et avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si tu aimes les analyses de marque et également à ma page Instagram @angie.diary. Je donne régulièrement des tips autour du business, du marketing, du branding, tout ça. Alors, si je vous dis Bernard Arnault, vous savez qui c'est? C'est le fondateur du groupe LVMH. Celle que vous connaissez peut-être un peu moins, c'est Delphine Arnault, qui est la PDG de Christian Dior. Christian Dior étant une marque qui appartient au groupe LVMH. Delphine, vous l'aurez deviné, est la fille de Bernard Arnault. Et il y a un autre Arnault que vous devriez connaître, Frédéric Arnault. Du haut de ses 28 ans, il a été nommé en début d'année PDG de la division montre de LVMH. Vous l'aurez deviné, Frédéric est aussi l'enfant de Bernard Arnault. Donc là, on voit que dans un groupe aussi énorme que LVMH, on va aller placer les enfants du Big Boss à des postes qui sont stratégiques. Est-ce que c'était les plus talentueux dans l'entreprise pour avoir ces postes-là? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes avec plus d'expérience, qui ont peut-être 20, 30, 40 ans de boîte, qui sont là, qui sont dévoués et qui auraient pu être excellents à ces postes-là, qui du coup n'ont pas eu ces accès parce qu'on a privilégié les enfants du Big Boss? C'est toute la question que pose le népotisme. Et si on allait regarder un petit peu du côté de l'entrepreneuriat, je me suis rendu compte en faisant quelques recherches qu'il y a certains business que vous connaissez, des business à succès, et quand on creuse un petit peu, on se rend compte que les fondateurs sont en fait des enfants d'eux. Et très souvent, ce sont des enfants de parents qui ont excellé également dans les domaines dans lesquels ils sont. Donc là, ça ouvre un grand sujet sur le népotisme dans le business. On va commencer avec nos premiers Nepo Babies de l'entrepreneuriat. J'ai nommé les fondateurs de la marque The Couples. Donc The Couples est une marque parisienne, une marque à succès, une marque qui est connue en tout cas en France et en Europe, qui a été créée par 3 frères, Alexandre, Raphaël et Laurent. Et en 2011, seulement 3 ans après sa création, elle compte environ 30 employés au siège et 250 employés à travers la France. En 2012, c'est plus de 650 salariés qui travaillent pour The Couples. Autre point intéressant, 2 ans après leur ouverture, la marque se paye un siège social Place Vendôme, qui est l'un des quartiers les plus prisés de Paris. Et donc on peut se dire, dis donc, pour une marque qui vient de se lancer, c'est quand même pas mal. On a un siège social dans l'une des plus belles adresses parisiennes, on a une entreprise qui au bout de 2-3 ans a déjà plus de 600 employés, qui ouvre des boutiques quasiment chaque année. The Couple, je crois que la première année, ils ont ouvert 5 boutiques à Paris, l'année d'après, ils ont commencé à ouvrir des boutiques en province. Comment ça se fait que cette marque est aussi successful? D'ailleurs, en termes de chiffre d'affaires, en 2021, The Couple, c'est quand même 94 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et quand on creuse un peu, on se rend compte que les 3 frères qui ont lancé The Couples sont en fait les enfants des fondateurs de Comptoir des Cotonniers, une autre marque française qui cartonne. Comptoir des Cotonniers, c'est une marque qui s'est fait connaître notamment grâce à ses campagnes qui met à chaque fois en avant une mère et sa fille. Et d'ailleurs, petit clin d'œil parce que quand on regarde les campagnes de The Couples, on voit que c'est une marque qui met à chaque fois en avant des couples. Donc on repart sur le concept de duo pour installer la marque. Et je me souviens que les campagnes de lancement de The Couples, c'était quelque chose parce que c'était frais, c'était nouveau et en plus ils ont commencé petit à petit à mettre des couples de célébrités, ce qui a donné encore plus de hype à la marque. On voit qu'il y a un marketing qui est quand même hyper bien travaillé. On voit aussi qu'en termes de distribution, ils ont eu la capacité de pouvoir ouvrir assez rapidement des boutiques. On comprend par là qui sont pas totalement partis de zéro. Et d'ailleurs, en recherchant un petit peu, on se rend compte qu'ils avaient un budget de 5 millions au départ pour lancer leur marque. Donc ça, c'est un bel exemple de privilège qu'on peut avoir dans le business parce qu'une personne lambda qui a envie de lancer une marque de vêtements, malheureusement, n'aura pas 5 millions d'euros de budget, malheureusement, n'aura pas la possibilité d'ouvrir 5 boutiques tout d'un coup à Paris et d'avoir un siège social dans l'une des plus belles adresses parisiennes. Donc, on comprend de quelle manière est-ce que les parents ont aidé les enfants à installer cette marque qui finalement aujourd'hui est une marque qui compte dans le paysage mode
français. On va continuer avec nos deuxièmes Nepo Babies dans l'entrepreneuriat avec les fondateurs de Pollen. Pollen est une marque parisienne qui cartonne en ce moment. Si vous allez devant une boutique Pollen, vous allez voir qu'il y a 45 minutes à 1 heure de queue juste pour entrer dans la boutique. Ces 2 dernières années, la marque a fait un véritable boom. Elle a été lancée en 2016 et le concept de Pollen, c'est de proposer de la maroquinerie à prix accessible et avec une haute qualité. Donc l'idée ici, c'est vraiment de proposer un produit de haute qualité, un produit premium à un prix qu'on va juger plus ou moins accessible. Pourquoi accessible? Parce que c'est pas les mêmes prix que les sacs de luxe et c'est pas non plus les prix des sacs Zara qui sont autour d'une 50aine d'euros. L'une des choses qui a fait le succès de la marque également, c'est son image. On a une boutique dans Paris, mais une boutique hyper léchée, hyper épurée, avec une image de marque vraiment pour le coup qui fait très luxe. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a eu une campagne marketing bien ficelée avec 2 temps forts qui ont réellement fait la différence dans la marque. En fait, il y a 2 influenceuses un peu spéciales qui ont porté du pollen et qui ont propulsé cette marque française en marque préférée des touristes parce que du coup, quand vous allez chez Pollen, vous vous rendez compte que la cible internationale, dès qu'elle vient à Paris, il faut absolument qu'elle aussi, elle ait son sac Pollen. Et ces 2 influenceuses, c'est qui? La première, c'est quand ils ont réussi à faire porter leur sac par Kate Middleton. Et on a vu Kate Middleton à plusieurs reprises porter du pollen. Je peux vous dire qu'après ça, le chiffre d'affaires, il est monté en flèche. Et ensuite, dans la série à succès Emily in Paris, on a vu l'actrice principale porter du pollen plusieurs fois. Du coup, vous vous demandez, c'est les enfants de qui les fondateurs de Pollen? Les fondateurs de Pollen sont les arrière-petits-enfants des fondateurs de la marque St. James. St. James qui est donc une marque française qui existe depuis 1889, rien que ça. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on se rend compte que St. James, ils sont plutôt sur du textile, alors que Pollen, ils vont être sur de la maroquinerie. C'est pas exactement le même domaine, même si ça reste quand même dans la mode. On peut donc facilement imaginer les privilèges qu'ils ont pu avoir en termes de contacts, en termes de fournisseurs, en termes d'infrastructures, etc., etc. Donc maintenant, on va passer outre-Atlantique avec un autre exemple. Je ne vais pas m'éterniser sur cet exemple-là parce que je pense qu'on fera vraiment une vidéo dédiée sur cette marque que vous me demandez beaucoup. C'est la marque Rhod. Rhod a été créée par Hailey Bieber. Hailey Bieber de son nom de jeune fille, Hailey Baldwin, qui n'est autre que la fille de l'acteur Stephen Baldwin et la nièce de l'acteur Alec Baldwin. Les 2 sont quand même 2 figures importantes du cinéma américain. On ajoute à cela le fait que c'est la femme de Justin Bieber, que c'est la meilleure amie de Kendall Jenner. Bref, elle a un tapis rouge pour pouvoir créer à peu près n'importe quelle marque. Et on reviendra justement sur Rhod et sur le succès de Rhod. Ce qui est intéressant à voir aussi ici, c'est que finalement, elle ne s'est pas lancée elle aussi en tant qu'actrice, comme son père ou comme son oncle. Elle a préféré aller vers le business et dans ce cas-là, vers l'industrie de la beauté, même si je pense qu'elle a dû faire des petits rôles par-ci par-là. Je sais aussi qu'elle a eu à un moment donné une carrière de mannequin. Quand on s'appelle Hailey Baldwin, on peut frapper à toutes les portes, on sait qu'elles seront ouvertes. Et donc la marque sur laquelle on va vraiment s'intéresser sur cette partie États-Unis, ça va être la marque Cult Gaia. Cult Gaia, moi c'est une marque que j'ai découvert il y a quelques années et franchement je la trouve canon. C'est une marque qui a des visuels hyper léchés, c'est une marque qui a des produits hyper forts et vous la connaissez peut-être parce que c'est la marque qui avait créé ce sac iconique qui a été le hit bag pendant plusieurs étés. Je me souviens, tous les plus gros influenceurs se l'arrachaient, toutes les marques la copiaient, que ce soit des marques de fast fashion que des grandes marques. Je me souviens d'ailleurs que Cult Gaia avait poursuivi en justice la marque Steve Madden pour avoir copié son sac. Bref, c'est un peu le sac qui a fait connaître la marque. Et à côté de ça, la marque a également des vêtements, des chaussures et à chaque fois, ce qu'on voit, c'est que c'est des pièces fortes, c'est des statement pieces, c'est des pièces qu'on peut porter à des cocktails, à des galas, à des sorties. C'est vraiment une marque qui va se positionner pareil sur du luxe accessible parce que ça reste quand même une marque très premium, même si elle n'est pas aussi chère que les marques de luxe. Et là, on a envie de se dire, c'est cool, petite marque californienne, marque indépendante, qui fait son petit trou, qui a son petit succès, qui se débrouille plutôt bien. Et donc, on va aller creuser un petit peu au niveau de qui se cache derrière Cult Gaia. Donc, Cult Gaia a été créé par Jasmine Larian, jeune californienne, passionnée de mode, etc., etc., mais qui se trouve être la fille de Isaac Larian. Alors peut-être que ce nom ne vous dit rien, mais c'est un businessman qui est milliardaire, rien que ça. Et il a créé une marque que vous connaissez sûrement, les Bratz. C'est Isaac Larian qui est derrière les poupées Bratz. Donc sa fille Jasmine, elle est née là-dedans, elle a grandi là-dedans. Ce qui est intéressant, comme pour Rhod, c'est qu'elle a choisi un autre domaine parce que là, elle est sur la mode, mais elle a également bénéficié des privilèges, évidemment, qu'a pu lui apporter la position prédominante dans le business américain de son père.
Maintenant, on va revenir un peu plus proche de chez nous et donc on va juste aller outre-Manche, on va aller en Angleterre. Et là, je vais vous présenter une marque que vous connaissez très bien. Mais avant cela, on va revenir sur la Nepo Baby dans le business de la mode la plus connue. C'est évidemment Stella McCartney, qui n'est autre que la fille de la légende de la pop, Paul McCartney, qui faisait partie des Beatles. Aujourd'hui, la marque Stella McCartney est reconnue et établie dans son domaine. C'est une marque qui n'a plus rien à prouver. Stella McCartney est une designer qui est extrêmement talentueuse, mais on peut quand même s'imaginer que quand sur sa carte de visite on a le nom McCartney, c'est assez simple d'ouvrir certaines portes. Même si au fil des années, évidemment, elle a prouvé son talent et que finalement sa marque fait partie aujourd'hui des marques de luxe qui comptent. L'autre marque anglaise, toujours dans la mode, qui est un pur produit du népotisme, c'est Pretty Little Thing. Pretty Little Thing est une marque qui a été créée par deux frères, Umar et Adam Kamani, et c'est une marque qui pèse, tenez-vous bien, plus de 500 millions de pounds en 2020. C'était il y a 4 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, ça doit être beaucoup plus. Ça veut dire que là, on est carrément en route vers le milliard de chiffre d'affaires. Les deux frères ont créé la marque en 2012 et elle fait partie de ce qu'on appelle les marques d'ultra fast fashion parce que ce sont des marques qui vont sortir des centaines de nouvelles pièces par semaine. C'est des marques qui vont produire énormément. C'est des marques qui vont se vendre à des tarifs extrêmement réduits, ce qui soulève de nombreuses problématiques sur les conditions de fabrication de ces vêtements, sans parler des conséquences environnementales. Mais toujours est-il que c'est une marque qui marche et c'est une marque qui, année après année, est en train d'exploser les plafonds de verre en termes de chiffre d'affaires. Et pour une marque qui a moins de 15 ans, ça reste quand même quelque chose d'étonnant. Pretty Little Thing, c'est plus de 18 millions d'abonnés sur Instagram, c'est plus de 10 publications qui sont postées chaque jour, avec des centaines de nouvelles pièces qui arrivent chaque semaine. Et on se rend compte que ce succès, finalement, il n'est pas anodin, parce que quand on creuse un petit peu, on voit que les frères Umar et Adam Kamani sont en fait les enfants de Mahmoud Kamani, qui lui est le fondateur de Boohoo. Le fondateur de Boohoo est le père des fondateurs de Pretty Little Thing. Boohoo, aujourd'hui, c'est plus de 1 milliard de pounds de chiffre d'affaires. Donc là, pour le coup, on est typiquement sur le même domaine. On sent que Pretty Little Thing va aller toucher une cible encore plus jeune que Boohoo, va aller essayer de gagner des parts de marché que Boohoo n'a pas. On sent que c'est réellement une extension de la même marque. Et là, c'est même pas le carnet d'adresses qui a été ouvert. Je pense que c'est les fournisseurs, c'est les prestataires, c'est vraiment... Ils ont eu un tapis rouge pour arriver avec un nouveau concept, continuer ce que finalement ont commencé les parents et essayer de le pousser encore plus loin. Et dans un marché aussi concurrentiel que la fast fashion et l'ultra fast fashion, quand on voit des Shein, quand on voit même des Zara, des H&M, etc., Pretty Little Thing a réussi à se faire sa place. Mais à quel prix? Voilà un petit peu pour les différentes marques que j'ai trouvées pour vous quand on parle de Nepo Babies dans le business et dans l'entrepreneuriat. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que le fait que ce soit dans le business, c'est différent finalement du mannequinat ou du divertissement? Que là, du coup, vous vous dites que comme c'est dans le business et comme il faut vendre des produits et comme il faut avoir des bonnes stratégies marketing, tout ça, finalement, il y a quand même du taf qui est fait par les fondateurs de ces marques. Est-ce que vous considérez que comme pour les autres domaines, ils ont juste profité des privilèges qu'ils ont eus? Dites-moi ce que vous pensez du phénomène des Nepo Babies. Est-ce que les gens ont raison de hate ou est-ce que c'est juste des jaloux et que finalement tout le monde aurait fait la même chose? Je te laisse me dire ça en commentaire. Et si t'aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne parce que j'en prépare beaucoup d'autres. Et également à ma page Instagram @angie.diary. Je te dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prends soin de toi.